va pouvoir démarrer. Bonjour à tous et à ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc, je suis Marie en compagnie de Nila, coordinatrice French Tech Pays Basque, et moi-même adhérente French Tech Pays Basque. Nous sommes également en compagnie de Hubert, donc président French Tech Pays Basque, Amel de la French Tech Singapour, et nos chers panélistes Léo Denès, Nathalie Taquet, Thibaut Henry et Gilles Planté. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? Son OK, vidéo OK. OK, bon, on va pouvoir démarrer. Je te laisse la main, Nila. OK. Bonjour à tous, donc Nila de la French Tech Pays Basque, coordinatrice. Et du coup, on va passer la main tout de suite à Hubert Forgeot, donc le président de la French Tech Pays Basque. Je regarde si les slides défilaient correctement. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Donc, Hubert Forgeot, je suis le président de la French Tech Pays Basque, également le fondateur d'une société basée à Biarritz, Aguila Technologies, donc qui est présente à l'international. Nous sommes très heureux de co-organiser donc ce webinaire. C'est vraiment dans l'ADN de la French Tech Pays Basque que d'organiser des webinaires sur l'international, sur des parcours inspirants également pour nos entrepreneurs et l'ouvrir également à d'autres French Tech. En quelques mots très rapides sur notre French Tech, donc on est une French Tech récente, labellisée l'année dernière. Labellisé en 2020, où l'année dernière a été vraiment notre première année de lancement. Et on anime sur le territoire du Pays Basque sur toutes les filières de innovation, en regroupant que ce soit des startups, que ce soit également des centres de recherche, que ce soit des entreprises de toute taille qui souhaitent s'investir autour de l'innovation sur notre territoire. Donc, que l'on anime au travers des groupes de travail. À date, on est plus de 130 adhérents, on a plus de 4200 followers LinkedIn, donc on a une excellente dynamique. On avance vraiment très, très bien avec 3 piliers qui sont le premier, l'attractivité et talent, le second, l'innovation à impact et le troisième, l'internationalisation. Donc, c'est sur ce dernier, l'internationalisation que l'on a mis en place, donc qu'on a souhaité mettre en place ces webinaires autour de l'international. Et on en profite évidemment pour, encore une fois, remercier nos bienfaiteurs qui nous permettent d'avoir cette animation tout au long de l'année et d'avoir ce type d'événement. Je laisse la parole peut-être à... Oui, alors là, dans un premier temps, on va passer sur les présentations des French Tech et après, je reviendrai sur le déroulé du webinaire plus en détail. Je laisse la main du coup à Nathalie, qui est coprésidente et community lead de la French Tech Australia. Bonjour, enchantée d'abord. Du coup, moi, je vous introduis la French Tech Australia qui a été labellisée l'année dernière, en 2021, mais elle a été créée en 2017 par Léo Denès, qui est là aujourd'hui. Enfin, tout doucement, la communauté a grandi. Donc, officiellement, elle existe depuis 2021. Ça représente à peu près 125, plus de 125 entrepreneurs et employés, investisseurs. On se situe sur 5 États, notamment 5 grandes villes, Brisbane, Adélaïde, Sydney, Melbourne et Perth. Et en fait, il faut savoir que l'Australie elle est 15 fois plus grande que la France. Et pourtant, en nombre d'habitants, on est 2 fois 7 moins peuplé que la France. Donc, c'est pour ça qu'on a une labellisation pays, puisque du coup, on est des petites communautés dans chaque ville et que les distances du pays sont énormes. Alors, on est vraiment en contact avec toute la région APAC, notamment Amel, qui est là aujourd'hui, parce que c'est vrai que on essaye de faciliter le lien avec la Nouvelle-Calédonie, Singapour, le Vietnam, enfin toute cette région APAC qui est très riche en entrepreneurs. Et puis, on essaye de faire des événements ensemble. Donc, cette communauté, elle émerge. C'est surtout au niveau
il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans tout ce qui est green tech, medtech, fintech. Et puis ensuite, on a là, tout ce qui est IoT, tout ce qui est food tech, data analytics. Voilà un petit peu la majorité des entrepreneurs qui font partie de notre communauté. Voilà, je passe la main à la French Tech Singapour. Merci Nathalie. Bonjour à tous, Amel Rignot de la French Tech Singapour. Donc vous devez vous demander pourquoi Singapour est là aujourd'hui si on parle de l'Australie. Parce qu'avec la French Tech Pays Basque, on organise du coup des éclairages sur chaque pays d'Asie. Et comme l'a très bien dit Nathalie, on essaye en Asie d'avoir des événements communs et de pousser un petit peu plus les startups de France à venir en Asie. Et d'ailleurs, on monte un très gros projet cette année tous ensemble pour ça. Donc, juste quelques mots sur Singapour. Donc, nous, on est un petit pays en plein milieu de l'Asie du Sud-Est. Donc, il y a à peine 6 millions d'habitants. La French Tech existe depuis maintenant 7 ans. Le slide n'est plus à jour, c'est qu'on est en 2022. On a beaucoup de startups, donc on en a plusieurs centaines, dont les FT 120. On est une communauté. Pourquoi on a beaucoup de membres? C'est parce qu'on est une communauté très très ouverte et très inclusive, et on essaye d'avoir le plus de locaux possible pour vraiment imprégner tout l'écosystème de la tech, que ce soit les VC, les corporates, les accélérateurs ou même le gouvernement. Donc, on a énormément de partenariats à droite à gauche. Du coup, comme la communauté est grosse, on a la chance d'avoir des leaders d'initiatives qui sont par chapter, donc de l'IA. On a un chapter IA, data, on a un chapter IoT, on a un chapter blockchain, on a un chapter EdTech et des chapters aussi transversaux comme le Women in Tech, dont je suis très fière. Et dont la FT Australie est la bonne représentante avec deux présidentes female funders d'ailleurs. Et je vous ai mis là juste le site web si vous voulez adhérer ou rejoindre les différents WhatsApp selon votre verticale. Donc vous trouverez tous les détails sur notre site web. Merci encore. Merci Amel. Merci beaucoup. Du coup, je voulais remercier Marie Curichet, qui fait partie de l'équipe d'Australiance France et qui est adhérente à la French Tech Pays Basque et qui a accepté donc de modérer, de coordonner ce webinaire avec moi. Donc, un grand merci Marie. Merci à toi Nila de m'avoir invitée à modérer cet événement. Donc, je vais prendre la main pour vous expliquer un petit peu comment va se dérouler ce webinaire. Nous allons couvrir plusieurs questions. Dans un premier temps, il y aura une présentation un petit peu des spécificités du marché australien et des opportunités que ce marché peut apporter. Cette présentation sera faite par Léo Denès, qui est le fondateur d'Australiance. Et ensuite, on aura un moment plus d'échange, un panel de discussion donc avec deux entrepreneurs, un investisseur et donc Léo aussi avec sa casquette structure d'accompagnement vers l'Australie. Donc, on couvrira plusieurs questions et à la fin, il y aura un temps de questions-réponses où vous pourrez notamment aborder des sujets qui peut-être n'ont pas été abordés précédemment. Donc voilà, nos experts et moi-même ou Nila pourront répondre à toutes vos questions à la fin. N'hésitez pas à écrire sur le chat si besoin. On reprendra les questions en temps voulu. Du coup, on va peut-être commencer par présenter nos panélistes. Donc, encore une fois, merci à vous quatre de vous être rendus disponibles pour ce webinaire. Je vais vous laisser peut-être vous présenter chacun rapidement à tour de rôle. Peut-être, Nathalie, tu peux commencer à te présenter. Oui, alors moi, je suis arrivée en Australie il y a 3 ans avec un visa touriste et j'ai travaillé avant 15 ans dans la recherche scientifique
Et en fait, voilà, j'ai eu l'opportunité de pouvoir créer donc, 2 startups en arrivant d'abord sur Sydney, notamment dans le domaine du vin, donc tout ce qui est traçabilité du vin, puisque l'Australie a d'énormes problèmes de contrefaçon dans le monde sur leur vin. Et du coup, on utilise la blockchain et de l'IoT pour suivre chaque bouteille de vin par un identifiant unique. Donc, en fait, le marché australien, voilà, on est arrivé pour tester les idées, tester le marché, et je pense que c'est un très bon marché pour ça, pour se lancer. Moi, j'ai un PhD et un Executive MBA, et j'avais envie, du coup, de créer quelque chose par moi-même. Donc, je suis venue dans ce pays bien loin, mais fort intéressant. Très bien, merci Nathalie. Thibaut, peut-être que tu veux prendre la main et te présenter Bien également sûr. rapidement. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis très content de pouvoir partager mon expérience. Donc, Thibaut Henry, en fait, j'ai grandi 6 ans en Australie quand j'étais petit. Mon père était expat donc de 94 à 2000 et je suis revenu à Sydney il y a 7 ans pour monter une première boîte de ce qu'on appelle Last Mile Delivery, donc en logistique des derniers kilomètres, que j'ai revendu au bout de 3 ans et demi. On était une des boîtes de logistique qui grossissait, quand même plus grossi le plus rapidement en Australie. Et après ça, j'ai un peu voyagé pendant 1 an et demi et je me suis relancé avec la boîte actuelle qui s'appelle Volley, qui offre, dans le quick commerce en fait, qui offre des courses livrées en 10 ou 15 minutes, un modèle qui doit être assez présent en France en ce moment. Merci. Top, merci Thibaut. Gilles, est-ce que tu veux bien prendre la main? Oui, bonjour à tous. Ravi de participer à ce webinaire et je tiens à remercier la French Tech Pays Basque, un pays qui me tient à cœur d'avoir mis ça sur pied. C'est une super initiative. Moi, je suis arrivé la première fois en Australie en 98, donc ça fait pas mal de temps, mais entre-temps, je suis reparti à Londres, à Hong Kong pendant une quinzaine d'années. Donc, j'appelle l'Australie mon pays, bien que j'ai une maison, mes parents qui sont d'ailleurs à Biarritz, c'est une maison à Bidart, donc je suis quand même toujours assez connecté au pays là-bas. Je suis arrivé en Australie parce qu'en fait, il y avait des énormes opportunités en termes de financement. À l'époque, j'étais dans des banques d'affaires. J'ai toujours investi en fait dans la technologie. J'ai un background d'ingénieur. Et il y a 8 ans, j'ai rejoint en fait des anciens collègues à moi qui avaient monté une boîte au début des années 2000. Une activité de hedge fund et une activité de venture capital. Donc maintenant, je m'occupe de la partie venture capital. Donc en tant que firme, on a 1 milliard en management. On investit principalement en Australie, mais aussi en Asie du Sud-Est. En fait, on a des équipes à Singapour et en Chine. On est early stage, donc vraiment au départ des entreprises. Donc, on a beaucoup de compagnies dans notre portfolio, à peu près 600. Et moi, j'ai fait plus d'une centaine en fait, d'investissements en tant que lead. Donc, voilà, c'est quelque chose qui me passionne. Je suis passionné par la tech, je suis passionné par l'Australie, le Pays Basque et investir dans les entrepreneurs. Donc, je suis ravi vraiment d'être sur ce panel. Tu es au bon endroit alors, Gilles. Merci à vous 4 et bienvenue. On va passer directement dans le vif du sujet. Donc Léo, je vais te laisser prendre la main pour contextualiser un petit peu le marché australien et tu peux également, par la même occasion, te présenter et présenter également ce que fait Australiance. Voilà, je te laisse la main. Merci, un grand merci. Il n'y a pas si longtemps, j'ai eu la chance d'être à Biarritz pour le dernier événement de la French Tech Pays Basque. Donc, magnifique endroit, le connecteur. Donc, un grand merci à Nila, Hubert et Amel d'avoir collaboré avec Marie et moi sur monter ce webinaire.
Très honoré aussi d'être en compagnie de Gilles, Nathalie, Thibault, que je connais bien par ailleurs et que j'admire beaucoup. Moi, de mon côté, du coup, ça fait une quinzaine d'années que je suis établi à Sydney, en provenance de Lyon, ville dans laquelle je retourne ou retournais tous les ans, notamment parce que je suis ambassadeur de la ville de Lyon. Ce qui ne nous a pas empêché d'avoir notre premier bureau Europe à Biarritz avec Australiance. Et donc voilà, qu'est-ce qu'on fait? Donc, je suis le fondateur d'Australiance. On opère depuis 10 ans. On aide un certain nombre de startups à venir s'implanter ici. Et en Australie, on travaille énormément avec des startups, scale-up et on va dire PME en tant que talent partner. Donc, on agit comme le département recrutement, je dirais, pour ne pas dire HR, des petites structures. Et voilà, on a beaucoup de travail en ce moment dans un pays où il y a encore de la croissance et avec à peu près 2 ans de frontières fermées, un manque de talent. Donc, si vous cherchez du travail et que vous voulez venir en Australie, c'est le bon moment, contactez-nous. Je vais essayer d'être assez succinct sur la présentation du marché australien. C'est un vaste débat et puis on a trois points de vue différents qui pourront compléter. Donc, on va passer un peu au slide d'après. Donc, un peu comme le disait Nathalie, ou le rappelait Nathalie, l'Australie, c'est un pays continent avec 5 villes, on va dire, principales. Voilà, sans être chauvin, c'est que les sièges des sociétés cotées vont plutôt être sur Sydney, Melbourne. Donc, si vous êtes notamment à la recherche, donc plutôt sur le segment, ce qu'on appelle Enterprise, c'est les villes sur lesquelles vous trouverez, on va dire, le plus de clients. Voire à Perth, qui a la spécificité d'être un petit peu la capitale des entreprises minières en Australie. Adelaide est très fort sur la partie agriculture, agritech, notamment, comme Nathalie le disait, sur tout ce qui est viticole. Voilà, c'est un pays qui est, pour résumer, relativement riche, hein, avec un PIB par habitant dans les plus élevés du monde. Qui est un pays jusqu'au Covid qui avait le record de croissance économique, plus de 30 ans consécutifs, donc un petit peu peut-être ce que la France a pu connaître au niveau des 30 glorieuses, et un pays qui est très international de base dans son ADN, puisque un Australien sur 3 n'est pas né en Australie. Et donc, en fait, de façon très intéressante, Gilles et sans doute Thibault ont peut-être été les premiers franco-australiens de nous tous. Mais moi, en 15 ans, j'ai pu voir notamment la communauté des franco-australiens vraiment grossir de façon significative. Et on est une goutte d'eau par rapport au nombre, je dirais, d'immigrés en Australie. On retrouve beaucoup de gens qui peuvent venir de pays anglo-saxons, on va dire Royaume-Uni, qui ont été les premiers arrivés, mais aussi pays asiatiques. Voilà, c'est un pays, donc je dirais, pour prêcher pour notre paroisse, les Australiens par rapport à Singapour, qui a pu être vraiment, qui est même encore aujourd'hui, vraiment un gros hub dans la région Asie-Pacifique. L'Australie est un des plus gros marchés, en fait, on dirait comparables à des pays, on va dire, développés. C'est un pays dans lequel il est assez facile de faire du business. Voilà. Par contre, qui est à l'autre bout du monde, c'est un pays dont le premier partenaire commercial est la Chine. Voilà. Après, je ne sais pas si on rentrera dans des considérations géopolitiques, mais on va dire la situation un petit peu tendue avec la Chine et dans la région générale, et en particulier avec l'Australie, ce qui peut avoir expliqué la fin du contrat des sous-marins français avec l'Australie. Et voilà, c'est un pays qui est relativement anglo-saxon, donc toujours proche
de Sa Majesté et aussi des Américains avec lesquels il y a beaucoup d'échanges, même si on ne croise pas beaucoup d'Américains, pour être honnête, en Australie. Sur la partie sur laquelle on va pas mal parler, j'imagine, notamment Gilles et nous tous d'ailleurs qui sommes passionnés par les nouvelles technologies. C'est un marché qui est extrêmement digital, ouvert à l'innovation. Notamment, là, on l'a noté un petit peu en challenge, qui est assez consommateur en fait d'idées qui viennent d'autres pays ou de technologies qui viennent d'autres pays. Ce qu'il faut savoir, c'est par exemple dans les exemples qu'on aime citer, c'est que Uber en fait teste en Australie un certain nombre de fonctionnalités avant de les ramener aux US ou avant de les ramener en France. Typiquement Uber Eats par exemple est le deuxième plus gros marché en dehors des États-Unis, alors qu'en termes de nombre d'habitants, voilà, l'Australie c'est à peu près 26 millions d'habitants. Traditionnellement, c'est un pays qui a beaucoup vécu sur ses matières premières, le mining, mais aussi l'agriculture, qui exporte énormément de vin ou de bovins et voilà, de production en tout genre. Mais on voit là que typiquement la technologie arrive déjà au troisième rang des industries. Voilà, on ne l'a pas forcément cité ici, mais par exemple, il y a plusieurs, on va dire, licornes australiennes qu'un certain nombre d'entre vous utilisent tous les jours, type Atlassian, qui a acheté Trello et qui édite les logiciels Jira ou Confluence, et également Canva, le logiciel de design c'est des sociétés qui ont été fondées ici et assez souvent en fait financées par aussi des fonds américains. Voilà. Après, en termes là, on vous a mis un petit slide pour récapituler en fait les chances que vous avez en tant que société française, entrepreneur français. C'est qu'il y a un magnifique écosystème autour du Team France, dont Australiens fait partie de la Team France Export. Il y a un certain nombre de mécanismes, dont le chèque relance export, qui peut vous permettre d'avoir un diagnostic sur l'export ou des informations sur le marché. On a cette communauté, la French Tech, qui est très accessible. Je pense que Nathalie a donné un peu les infos sur comment nous contacter. Voilà, ça peut être pour vous une bonne porte d'entrée. On a aussi une magnifique chambre de commerce, qui est une des plus anciennes chambres de commerce en Australie, si ce n'est la plus ancienne, qui a plus de 100 ans, dont je fais partie. Je m'occupe du comité Nouvelles Technologies pour la chambre de commerce franco-australienne. Je pense que dans le call, on a au moins Stéphanie de Business France, ainsi que Julie, qui était chez Business France et qui aujourd'hui travaille pour la ville de Sydney sur l'attractivité pour les startups. Donc, voilà, je pense que si l'Australie vous intéresse, il y a un certain nombre de bons points d'entrée aujourd'hui dans le webinaire. Ok, très bien. Merci Léo pour toutes ces précisions. Maintenant, on va plus passer sur la partie retour d'expérience, notamment vous, Thibaut et Nathalie, en tant qu'entrepreneurs, Gilles en tant que VC et donc accompagnateur des startups, et Léo, pareil, en tant que structure d'accompagnement à l'implantation. Je vais commencer peut-être avec la partie entrepreneuriale, et donc vous, Nathalie et Thibaut, qui
qui avait lancé un business directement en Australie. La première question, peut-être, ça serait tout simplement comment s'est passée votre création d'entreprise, quels ont été un peu les challenges que vous avez rencontrés à cette création et que vous pourriez partager pour les futures personnes qui souhaiteraient soit entreprendre en Australie, soit arriver en créant une filiale, par exemple. Nathalie, peut-être que tu peux commencer et après on inversera. Oui. Alors, donc moi, j'étais d'abord en New South Wales, à Sydney, et j'ai postulé pour un visa qui s'appelait Supportive Innovation in South Australia. Donc ça s'appelle le CISA, visa pour créer ma start-up. Et donc, il fallait que je vienne vivre à Adélaïde. Mais ce visa existe sous un autre nom aujourd'hui, mais il existe pour attirer les start-up françaises et venir. Donc, pour ma part, c'est ici en South Australia, mais il y a sûrement l'équivalent pour les autres États. C'est un visa qui coûte à peine $200. On applique, on fait une soumission, une expression d'intérêt. Et puis, il y a une sélection, on doit présenter un business plan. Et si ça fonctionne, ça donne un visa pour entreprendre ici en Australie. Donc, c'est des bonnes passerelles pour pouvoir créer, tester sur le marché australien vos idées. Le challenge que j'ai eu, moi, c'était plus, alors j'en dirais 3. Le premier, c'est la langue. Donc, en fait, quand on pitch devant des investisseurs, souvent, on a un accent bien français. Et donc, du coup, voilà, c'est au niveau de l'anglais bien maîtriser, peut-être voilà, bien connaître le vocabulaire aussi, puisque du coup, moi, je suis trésorière d'une association dans le vin et voilà, en tant que trésorière, il a fallu que je réapprenne tout ce qui est comptabilité, mais en anglais. Donc, bien, voilà, avoir cette passerelle vers la langue. Le deuxième point, c'est la flexibilité, puisque moi, je faisais de la contrefaçon des vins australiens qui étaient exportés en Chine et du jour au lendemain, le marché s'est arrêté puisque la Chine qui, en fait, avait signé un accord avec l'Australie où il y avait 0 taxe est passé du jour au lendemain avec plus de 200% de taxes. Donc, tout ce qui est export de vin australien a été arrêté du jour au lendemain. Donc, il a fallu du coup réajuster un peu le business model et faire tout ce qui est traçabilité, mais en interne, tout ce qui est au niveau des process. Donc, voilà, pouvoir avoir en tête que du jour au lendemain, au niveau politique, on ne maîtrise pas tout et qu'il faut cette flexibilité. Le troisième point, je dirais qu'au niveau de l'alcool, quand je suis arrivée ici en Australie, j'ai vu que ça fonctionnait complètement différemment. Ici, dans les supermarchés, on ne trouve pas d'alcool. C'est complètement séparé. C'est des bottle shops. Il faut avoir une licence d'alcool. C'est très régulé. Alors qu'en France, dans n'importe quel supermarché, on peut acheter l'alcool. Donc, il y a une autre approche qui est complètement différente. Et voilà, il a fallu que je me forme, il a fallu que je comprenne un petit peu comment ça fonctionnait. Donc, ne pas hésiter aussi à comprendre, à savoir que dans d'autres pays, ça fonctionne différemment. Voilà. L'importance de bien trouver son market fit et de bien se renseigner à l'avance sur les différentes réglementations qui existent. Toi, c'est particulièrement vrai dans le vin, mais même dans d'autres secteurs. Ça peut tellement changer d'un pays à un autre. On ne pourra pas rentrer dans tous les détails de tous les secteurs aujourd'hui, mais c'est important, Nathalie, en effet, de relever le fait qu'il faille bien se renseigner en amont avant de créer son business. Thibaut, peut-être que toi aussi, tu pourrais partager un petit peu ton retour d'expérience. Quels ont été tes plus gros challenges sur place? Je te laisse la main. Oui. Alors déjà, je tiens à préciser que mon exemple n'est peut-être pas à suivre parce que dans ma première expérience entrepreneuriale, il y a quelques trucs que j'ai fait qui n'étaient pas forcément, d'un point de vue visa, qui n'étaient pas forcément recommandables, etc., juste pour pouvoir rester sur le territoire. Donc, vous avez aussi la version un peu plus, disons, débrouillard de l'entrepreneuriat, si vous voulez. Je suis arrivé en Australie, donc encore une fois, il y a 7 ans, et je n'avais pas forcément de plan. Donc, et je ne le conseille pas, je ne dirais pas que je conseille aux gens de ne pas avoir de plan, mais il se trouve que moi, je n'en avais pas. Et j'ai simplement voulu trouver une opportunité. Je connaissais quelques Français qui travaillaient dans quelques boîtes en Australie et j'ai essayé de voir s'il n'y avait pas une ouverture pour monter une boîte. Et il se trouve que une boîte comme HelloFresh, qui s'est lancée aussi en France, était assez grosse en Australie et avait besoin d'aide dans sa logistique. Donc, ce que j'ai fait, c'est j'ai monté une boîte en ligne en 1 heure.
je suis allé toquer à la porte du CEO en disant que j'étais un expert en logistique, alors que ce n'était absolument pas le cas. Et je suis allé trouver 2 drivers avec 2 camions réfrigérés et j'ai commencé à les aider un peu avec leur livraison. Et de fil en aiguille, ma boîte a grossi et au bout d'un moment, on avait 100 camions qui travaillaient pour nous. Voilà. Mais du coup, je dirais que les challenges, et c'était un challenge pour moi et je pense que c'est un challenge pour tout le monde, c'est la barrière de la langue, oui, mais je dirais plutôt les contacts. Le réseau, c'est quand même, on le sait, très important. Et arriver dans un pays où on connaît peu de gens, c'est très compliqué. Mais moi, j'avais la chance de connaître 2-3 personnes qui, au bout d'un moment, m'ont présenté à 2-3 autres personnes. Et puis, de fil en aiguille, j'ai créé mon réseau. Mais mon vrai conseil, c'est il faut connaître quand même un tout petit peu de gens, quoi. Et puis, si c'est peu de gens, il faut idéalement des gens un peu clés qui vont permettre de vous présenter à d'autres gens. Je confirme la barrière de la langue que Nathalie évoquait. Moi, je trouve que ça a aussi un avantage, c'est que quand vous dites des bêtises, les gens ne remarquent pas forcément que c'est vous qui dites n'importe quoi. Ça peut être juste la langue. Et je dis au premier degré et au second degré, la réalité, c'est que ça aide aussi, quoi. Et après, sur la partie visa, alors pour le coup, je ne suis pas un expert et je suis sûr qu'il y a beaucoup plus d'experts dans le call, dont Léo. Mais moi, je suis arrivé à 27 ans, en fait. J'avais à peine 27 ans quand je suis arrivé en Australie pour la deuxième fois. Et du coup, j'avais le droit au Working Holiday Visa qui vous permet de bosser 2 fois 6 mois. Donc, finalement, j'ai monté ma boîte sur la première tranche des 6 mois. Ensuite, je travaillais en tant que comment on dit, auto-entrepreneur pour ma propre boîte. Donc, ça, bon, pas forcément conseillé. Et au bout d'un an, je m'auto-sponsorise. Ce qui est un peu compliqué parce que du coup, ça peut très bien être vu comme une boîte à visa, etc. Donc, il y a pas mal de critères pour pouvoir sponsoriser tout court et pour pouvoir monter sa boîte et ensuite sponsoriser des gens. Donc, vous-même, il faut faire au moins 1 million de chiffre d'affaires. Donc, ça, pour le coup, j'ai eu la chance de pouvoir le faire parce qu'au bout de moins d'1 an, je faisais 1 million de chiffre d'affaires. Donc, c'est grâce à ça que j'ai pu rester dans ma boîte et continuer à travailler. Ok, peut-être Thibaut, tu peux peut-être expliquer un petit peu très rapidement ce que c'est sponsorisé, parce que peut-être que Oui. tout le monde n'a pas l'idée en tête, c'est assez particulier en Australie. Sponsoriser, c'est tout simplement demander à la boîte pour laquelle vous travaillez de prendre en charge, de vous soutenir par rapport à votre visa. Si vous arrivez en Australie sans travail, vous êtes au bout d'un moment rejeté. Donc, vous demandez à la boîte pour laquelle vous travaillez de vous prendre sous son aile, en fait. Mais par contre, vous devez continuer à travailler pour cette même boîte jusqu'à ce que vous ayez a priori ce qu'on appelle un permanent, la PR, la résidence permanente. Ok, très bien. Merci d'avoir éclairé un petit peu ce sujet. Et par rapport à ton conseil de connaître 1 ou 2 personnes, pour ceux qui se disent oui, mais moi je connais personne en Australie, ou voilà, les réseaux justement qu'on présentait tout à l'heure de French Tech, CCI, Business France, Australiance, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous. On est là pour ça également. Alors certes, c'est un réseau français, mais toute personne de ce réseau a un réseau là-bas. Et en effet, les recommandations et le réseau en Australie ont tellement d'importance que nous, on vous aidera avec plaisir si nécessaire. Donc là, on a parlé plutôt des challenges et des freins. Est-ce que vous pourriez peut-être mettre en lumière les avantages vraiment que représente ce marché pour une entreprise qui va venir s'y implanter? Donc peut-être, Nathalie, tu peux prendre la main là-dessus, et puis après, on verra avec Thibaut et Gilles également votre point de vue. Léo, si tu veux rajouter quelque chose, c'est bienvenu également. Voilà, pour un petit peu expliquer les avantages de ce marché. Alors, donc effectivement, la simplicité de créer une entreprise ici en Australie, c'est vraiment très simple. C'est assez rapide, assez compréhensible. Le deuxième aspect, c'est effectivement le marché australien est un petit marché, mais c'est facile de tester des idées et de tester le marché et puis ensuite de l'exporter à l'international. Et ça, c'est intéressant. Par exemple, dans le vin, en France, ça va être très compliqué parce que c'est très hiérarchisé. Ici, en Australie, il suffit de prendre sa voiture, d'aller voir le vigneron qui va vous prendre comme ça sans rendez-vous. Vous allez partir au milieu des vignes. Enfin, c'est très accessible, on va dire.
et c'est très ouvert, voilà, c'est très réceptif. Un des avantages aussi, c'est que, enfin, en tout cas en Sciences Australia, la hiérarchie, c'est voilà, moins présent. Donc, par exemple, lorsque nous, on organise des événements, on invite, par exemple, le ministre de l'Innovation ou alors le Prime Minister. Donc, c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas faire en France aussi simplement. Là, les gens sont très accessibles. Vous pouvez aussi contacter les gens sur LinkedIn, leur demander de prendre un café. La plupart vous répondent et vont vous rencontrer alors que voilà, ils auront peut-être une position importante dans une boîte. Donc, c'est aussi ça qui est très intéressant, c'est de pouvoir vite se créer un réseau et puis avoir accès comme ça très facilement à des gens qui sont haut placés ou des connexions qui vont vous transmettre d'autres connexions. Donc ça, c'est quand même intéressant. Moi, ça fait que 3 ans que je suis là et déjà, voilà, sur LinkedIn, je crois que je suis connectée à 4000 personnes, ce qui est quand même incroyable. Donc, ça va très vite. Et puis, il y a beaucoup d'associations ici en Australie. Donc, par exemple, pour le vin, il y a beaucoup de vins, de growers, avec donc des gens qui ont des vignobles et des winemakers, etc. Donc, c'est très associatif. Du coup, ça permet vraiment de se connecter à des gens très rapidement. Voilà. Super, top. Merci Nathalie. Thibaut, peut-être que tu veux compléter ce qu'a dit Nathalie. Oui, sur les avantages de l'Australie. Oui, exactement. Je pense effectivement qu'il n'y a aucune intention de mettre des bâtons dans les roues de qui que ce soit. J'ai l'impression que c'est quand même très bienveillant comme environnement et tout le monde est très content que quelqu'un se lance dans l'entrepreneuriat, que vous soyez un petit Frenchie ou n'importe qui. Donc, il y a effectivement, Nathalie l'a mentionné, c'est assez facile, relativement facile de faire un coffee catch-up, c'est-à-dire aller prendre un bon café australien avec n'importe qui et de papoter pendant une demi-heure. Ils sont assez ouverts à ça. Et en règle générale, vous en tirez toujours quelque chose. Donc, un grand conseil que je donne. Je rajouterais que vraiment, les gens vous font confiance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout ce truc-là de demander quelles études vous avez fait, par exemple. En 7 ans, j'ai monté 2 boîtes, j'ai fermé mon seed round il y a 2 mois de 18 millions australiens. Donc, j'étais assez fier d'avoir levé ce montant. Pas une seule fois, personne. Et Gilles fait partie de mes investisseurs d'ailleurs. Personne m'a demandé mon background d'études parce que c'est il y a trop longtemps pour eux, ça n'a pas d'intérêt. Ce qu'ils vous demandent, c'est ce que vous avez fait les dernières années et est-ce que vous êtes compétent, est-ce que vous avez l'air de savoir de quoi vous parlez et si on peut vous faire confiance. Donc c'est vachement rafraîchissant. Et je pense que c'est un peu quelque chose qu'on peut retrouver éventuellement. J'ai habité au Canada également dans ce qu'on appelle le Nouveau Monde. C'est pas du tout hiérarchisé, encore une fois, Nathalie le mentionnait. Voilà, si vous arrivez avec une bonne énergie, une bonne intention, on vous ouvre les portes. Et si vous êtes légitime, ben voilà, vous pouvez y arriver. Top, merci Thibaut et félicitations pour la levée de fonds. Gilles, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose sur un des gros avantages du marché, notamment pour les entreprises qui souhaitent s'y implanter? Oui, j'aurais peut-être dû te demander quelles études tu as fait. Bon, enfin bon, oui, deux points. Il y en a beaucoup, mais je dirais il y a un point qui va dans le même sens que ce qu'ont dit Nathalie et Thibaut. Au niveau des gens, il faut bien comprendre que l'Australie, c'est quand même un pays d'entrepreneurs. En fait, la structure de l'économie était pendant très longtemps, en fait, une prise de risque assez importante dans un environnement naturel hostile, loin du monde, où il fallait vraiment se débrouiller. Et en fait, bien qu'effectivement ça a évolué depuis maintenant plus de 200 ans que l'Australie a été créée dans sa façon moderne, c'est quand même dans la psychologie des gens. Donc en fait, comme Thibaut et Nathalie l'ont mentionné, les gens aiment bien les entrepreneurs, aiment bien les gens qui prennent des risques. Alors évidemment, c'est pas pour n'importe quoi, mais il y a au moins cet a priori positif qui je sais, n'est pas tout le temps dans les pays un peu plus établis en Europe ou même aux États-Unis. Au niveau de la structure du marché en Australie aussi, alors
bon, Nathalie dit c'est petit, et c'est vrai que sur certains secteurs, c'est petit, mais en fait, c'est quand même une grosse économie. C'est l'économie de la Californie, en fait. C'est un pays riche. Les segments de marché, que ce soit en termes de consumer, de consommateurs, et en termes des entreprises, en fait, c'est quand même assez gros. Enfin, évidemment, c'est pas aussi gros que toute l'Europe, c'est pas aussi gros que tous les États-Unis, mais en fait, c'est au moins les mêmes opportunités qu'un pays, je dirais, de taille moyenne, peut-être pas la France, mais entre la France et l'Italie, je dirais. Et donc, en fait, beaucoup d'entreprises peuvent absolument arriver à grossir énormément juste sur le marché australien. Et on en parlera peut-être après, mais en plus, il y a quand même, depuis, je dirais, une quinzaine d'années, un gros marché de capitaux qui soutient ces entrepreneurs. Et en fait, il grossit de plus en plus, on en parlera peut-être après. Donc, en fait, c'est deux Justement, choses. La psychologie des gens ici, à tous les niveaux, et je suis d'accord que c'est même au niveau du gouvernement, etc. Nous, par exemple, on manage un fonds de venture capital juste pour l'État de l'Australie du Sud, où est Nathalie, et c'est l'argent du gouvernement. Alors, c'est comme si le Pays Basque avait donné 50 millions d'euros à manager pour investir dans les startups du Pays Basque. Donc, c'est quand même vraiment très entreprenant à tous les niveaux. Et deuxièmement, il y a vraiment une infrastructure de soutien qui est importante. Justement, Gilles, très bonne transition par rapport à justement ces investissements. Quel conseil tu donnerais à une entreprise qui souhaite s'implanter en Australie au niveau de la maturité avant de venir, à quel type d'investissement elle peut avoir accès? Est-ce que peut-être tu peux donner plus de précision sur cette partie financement? Oui. Oui, alors sur la partie financement, c'est en fait assez facile, hein, et je pense que Nathalie et Thibault diront qu'effectivement, comme eux, ils ont eu des super idées tout de suite, etc., il n'y a plus de problème de financement, il n'y a plus de problème. Mais en règle générale, le marché des investisseurs pour les entreprises émergentes de technologie s'est créé, enfin, il y a eu 2 phases, mais je ne vais pas revenir sur l'histoire. Mais la phase la plus récente, ça s'est créé vers 2010, après la crise financière. Il y a eu tout un tas d'avantages qui ont été donnés au niveau de la recherche et développement tax. Il y a eu des concessions sur les taxes. Il y a eu le gouvernement qui a investi énormément sur la medtech. En bref, donc c'est parti aux alentours de 2010. Et il est vrai qu'à part si vous étiez dans des secteurs comme la biotech, c'était assez difficile de pouvoir trouver des financements au-delà de, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, donc avant, vraiment au tout départ. Mais maintenant, je dirais, tous les fonds australiens, et Thibault pourra attester aussi que maintenant, comme le marché est assez gros pour les startups, pour le financement en Australie, et les startups commencent à être de plus en plus avancées, maintenant les fonds américains et de Singapour aussi sont présents sur le marché. Mais maintenant, il y a un financement qui est présent vraiment du début, Series A, Series B, et je dirais maintenant Series C peuvent se faire fonder localement. Je dirais que le sweet spot, le point peut-être qui est le plus intéressant, je pense que c'est vrai un peu partout, c'est quand même la Series A, c'est-à-dire quand l'entreprise a quand même démontré qu'elle a un produit, qu'il y a des clients qui sont intéressés, qui payent pour le produit, qu'il y a un repeat process, que les ventes commencent à tourner. C'est certainement le point où en fait il y a le plus de financement qui est pour
qui est pour les gens. Donc, oui, des valorisations d'entreprise peut-être à moins de 20 millions, je dirais entre 5 et 20 millions de dollars. C'est certainement le point d'ancrage le plus. Ceci dit, ça dépend des secteurs. Alors, en Australie, les gens aiment beaucoup la fintech. Il y a eu des exemples très marquants. Il y a un secteur en fait qui a pratiquement été, si ce n'est inventé, mais au moins accéléré en Australie, qui est le secteur de, je ne sais pas comment on dit en français, Léo, buy now, pay later. Donc I know, pay later. D'accord. Acheter maintenant, payer plus tard. Je ne sais pas comment on dit en français non plus. C'est ça. BNPL. Donc, il y a une grosse boîte qui n'existait pas il y a 5 ans, qui s'est fait racheter par Block il y a 6 mois. Donc, FinTech, c'est très porteur. Il y a beaucoup de financement qui est accessible sur ce secteur. AgTech, il y a aussi beaucoup de financement. C'est peut-être plus vers des sociétés qui sont un peu plus avancées. MedTech. Et il y a toute une partie de B2C qui, à mon avis, est très, très propice pour l'Australie, en fait, qui est relativement ignorée par beaucoup d'entreprises qui sont implantées à l'international et qui, en fait, veulent aller sur, soi-disant, des plus gros marchés. Mais en fait, on s'aperçoit et Thibaut est un exemple assez flagrant, qu'en fait, il y a les marchés de consommateurs, parce que les consommateurs, en fait, sont riches, aisés, dépensent des sommes de discrétion assez importantes. Donc, en fait, il y a beaucoup d'opportunités en B2C et des bonnes idées en B2C. Il y a énormément d'argent qui veulent se déployer là-dessus. Donc, en fait, je dirais la structure de marché est très porteuse. Series A, quelques secteurs de prédilection, mais finalement, il y a tout ce qu'il faut en fait en termes de financement. Bien, rajouter un tout petit peu par rapport à ça. Il y a quelques points que je trouve intéressants dans ce qu'a dit Gilles. Premier point, après je reviendrai sur l'investissement et ce que j'ai vécu. Mais premier point sur Gilles, tu disais que je tutoie parce qu'on se connaît, que c'était un pays d'entrepreneurs, l'Australie. Et moi, je ne l'ai pas vécu comme ça. Donc, je me demande si ça n'a pas un peu changé. Et je m'explique. Les gens sont très bien payés. Donc, c'est un des pays où les gens sont les plus riches par habitant. Mais ce qui fait qu'en fait, il n'y a pas vraiment de raison d'entreprendre. C'est pas un choix naturel. C'est très difficile d'expliquer à ses parents qu'on a envie d'entreprendre quand on est payé 100 000, 150 000, 200 000 $ par an. Donc, en fait, moi, je vois autour de moi et ma génération d'Australiens n'ont aucune raison d'entreprendre d'un point de vue financier. Il faudrait qu'ils soient vraiment passionnés, mais ce n'est pas une alternative aussi évidente, je trouve, qu'en Europe, où on a l'impression que c'est totalement justifié parce que le monde du travail n'est pas assez bien payé et les horaires sont trop longs, etc. Ici, les horaires ne sont pas particulièrement longs. Tout le monde est très bien payé. C'est le plein emploi. Donc, il faut être fou pour entreprendre. Et du coup, et ça revient à la première question sur les avantages de l'Australie. Du coup, ceux qui ont faim et qui arrivent en Australie, ils ont un boulevard. Justement parce que la plupart des gens n'osent pas y aller. Ça, c'est mon expérience. Donc, en tant que Français, en tant qu'Européen, si vous êtes smart, si vous avez de l'appétit, c'est un pays fait pour vous, quoi. C'est vraiment l'Eldorado. Et deuxième point, sur les investisseurs, c'est un pays, encore une fois, c'est mon expérience, qui a eu trop l'habitude de voir les entreprises être profitables et qui ont pris beaucoup de temps à comprendre le principe de ne pas être profitable tout de suite. Et en fait, par exemple, les Uber, etc., c'était des extraterrestres pour les Australiens. Et petit à petit, ils ont commencé à rattraper. Et franchement, Gilles, c'est un des seuls qui investit aussitôt et qui croit aussitôt à beaucoup de boîtes. La plupart des autres VC investissent un peu plus tard. Et ils commencent à changer parce qu'ils apprennent de leurs erreurs, mais voilà. Ok, top. Merci beaucoup pour ces précisions. Si on parle maintenant un petit peu plus de la partie
on va dire, implantations et entreprises donc françaises qui souhaiteraient s'implanter en Australie. Léo, toi, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil? Quelle est la meilleure stratégie à adopter pour s'implanter en Australie? Qu'est-ce qu'il faut vraiment savoir quand on est un business français qui souhaite s'implanter là-bas? Alors, du coup, un peu sans transition. Donc, ouais, je dirais dans les choses qu'il faut savoir, mais on en a un petit peu parlé, il y a quand même, avant de sauter, que ça soit dans l'avion, d'envoyer du staff, d'envoyer des capitaux dans un pays où, certes, l'administratif, on va dire, va pas forcément être une grosse barrière pour implanter sa société. Mais il faut quand même un certain budget parce que comme Thibaut a pu le dire, on va dire le coût de la main-d'œuvre, on va dire, ou des employés est, on va dire, relativement élevé, potentiellement à ce qu'on peut connaître en France ou dans des pays plus low cost. Donc, ce que je dirais, c'est que la première chose, c'est s'assurer d'obtenir des connaissances sur le marché, sur la niche, notamment la compétition, et voir faire des premiers entretiens qualitatifs, accéder à du réseau assez vite pour valider en fait que votre produit, votre service peut marcher en Australie. Et aussi, un peu comme Gilles a pu le dire, comme il y a un fort pouvoir d'achat, trouver le bon prix, qui ne veut pas forcément dire le prix le moins cher ou le prix que vous pratiquez aujourd'hui en euros, juste converti en Australian dollar. Donc voilà, je dirais la première chose, c'est faire une bonne partie d'analyse de marché, voire faire ce qu'on appelle market testing en tentant des choses. Un des exemples que je peux donner en termes de gros success story que nous, on a eu la chance d'accompagner ici, qui est Aircall, qui est une des licences françaises. Avant de venir physiquement en Australie, ils avaient déjà 500 clients qu'ils avaient essentiellement glané et convertis via du Google Ads et des gens qui se levaient très tôt à Paris le matin pour pouvoir joindre des personnes en Australie qui avaient rempli des formulaires ou téléchargé ou signé pour l'essai gratuit d'une semaine. Donc voilà, et donc la première chose, ça a été de valider pour eux en fait que il y avait une première traction à un prix qu'ils avaient testé. Et puis la deuxième, je dirais après, la deuxième partie, c'est selon votre business model, est-ce que vous vendez, c'est est-ce que vous venez en direct ou est-ce que vous cherchez à avoir un partenaire, voire un revendeur. Donc là, on parle beaucoup de tech, mais de ce qu'on a pu voir, une autre société qu'on a accompagnée il y a quelques années voulait venir en direct et au final, eux avaient un produit, un drone sous-marin autonome. C'est une magnifique start-up marseillaise désormais qui vient de Lyon. Et une des problématiques qu'on avait, c'était le service et la maintenance et les parts. Et donc, en fait, le bon channel pour eux, ça a été de passer par un distributeur qui avait déjà les clients finaux et qui avait les reins assez solides pour avoir du stock. Donc voilà, donc après, c'est est-ce que je viens en direct? Est-ce que je fais un partenariat? Voir si vous avez les fonds. Est-ce que je fais une acquisition en Australie pour gagner du temps, m'acheter une marque qui existe déjà sur le marché, qui a déjà des clients et que j'absorbe par la suite. Donc voilà, c'est un peu les trois grands chemins que, en tout cas, nous, on a pu voir, donc selon vos fonds. Mais là, voilà, dans les choses que je rajouterais peut-être par rapport à ce qui a pu être dit et sur lesquelles je suis assez d'accord et sur l'esprit notamment de bienveillance, d'entrepreneuriat,
de prise de risque, hein, parce que quand même, les premières personnes qui sont venues planter un drapeau ici, ils ont quand même risqué leur vie en bateau pendant des mois et des mois. C'est que, en fait, comme c'est un pays qui est relativement loin, il y a assez peu de compétition généralement sur les segments. Thibaut, pour en parler, il est plutôt en train de bien réussir. Nous, on est en train d'accompagner là une fintech voilà, où ils ont monté la société parce qu'il n'y avait qu'une seule startup qui essayait de résoudre ce problème-là et ils ont pensé qu'ils pouvaient le faire mieux qu'eux. Donc, il y a assez peu de compétition en fait et une opportunité en fait pour des innovations d'Europe ou des US qui vont généralement plus vite, qui viennent généralement plus vite ici ou de Chine, à prendre assez vite les parts de marché, à disrupter des sociétés plus traditionnelles, notamment les banques. Ok, merci Léo. Thibaut, peut-être que tu veux rajouter quelque chose par rapport à cette compétition, ce point-là? Oui, sur l'implémentation d'une boîte française en Australie, franchement, je n'ai pas trop d'expérience. Sur la compétition, et je dirais c'est un mot qui n'est pas très joli, mais sur le retard que parfois peut avoir l'Australie. Alors, je ne dirais pas le retard, le lag. Il y a il y a une toute petite fenêtre sur parfois quelques secteurs où il y a des innovations qui vont sortir des États-Unis, par exemple, ou de l'Amérique du Nord, ou de l'Europe, ou parfois même de l'Asie. Et en règle générale, l'Australie a un petit lag sur le moment où ils commencent à implémenter cette innovation. Donc ça, c'est le premier point, c'est de dire ça peut être intéressant de voir des tendances dans d'autres pays et voir comment elles peuvent s'appliquer en Australie. C'est ce que moi, j'ai fait avec Volley. C'était déjà lancé, par exemple, en Europe et aux États-Unis, ce modèle, et je l'ai implémenté en Australie. Sur le deuxième point, sur la compétition, oui. Alors moi, mon expérience, c'est plutôt sur Volley. On était en plein milieu de Covid quand j'ai lancé, donc vraiment, les frontières étaient fermées. Impossible pour aucun compétiteur européen ou américain de se lancer en Australie. Donc, la seule concurrence était locale. Et je dirais que l'Australie est assez connue pour, en règle générale, avoir deux gagnants dans un secteur. Deux gagnants, je dirais et demi, mais en règle générale, deux gagnants. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de concurrence en général. Ok, merci. Et par rapport à justement le fait que tu l'aies monté pendant le Covid et que a été fermé. Pardon, il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Donc, du coup, c'était les frontières fermées, c'était un contexte assez particulier. Aujourd'hui, donc peut-être qu'il faudrait le préciser, les frontières commencent à se réouvrir, mais la distance reste la même entre l'Europe et l'Australie. Léo, toi, est-ce que tu aurais un conseil justement pour les entreprises qui voient cette distance comme un frein aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des possibilités pour ces entreprises de pouvoir pénétrer le marché australien malgré la distance? Et si oui, quelles sont-elles? Oui, alors du coup, je dirais, on n'est pas les seuls en Australie à avoir fermé, à vivre loin, avoir fermé nos frontières. On est peut-être les plus récents à avoir eu quand même 4 mois, un peu plus de confinement à Sydney. Mais en fait, ce que nous, on a pu voir là, qui s'est accéléré, c'est quand même le fait de travailler en remote, de plus nécessairement vendre à l'ancienne autour d'un déjeuner. Et donc, en fait, ce qui a plutôt bien marché pour les sociétés qui sont arrivées récemment, ça a été de mettre des sales, souvent locaux et assez vite des customer success ou account managers pour s'assurer que les clients restent et qu'ils sachent utiliser le software ou que les commandes étaient bien prises en compte ou que les projets étaient bien délivrés. Et donc, en fait, nous, on a assisté à un certain nombre d'entreprises à recruter sur place via donc à la fois du recrutement et du portage salarial.
sur 6 mois, 1 an, fonctionner sur ce genre de modèle jusqu'à ce qu'il y ait assez de traction pour mettre plus de capitaux, ouvrir une filiale et monter une équipe plus conséquente, ou à défaut, arrêter ces contrats-là s'il n'y avait pas assez de business. Donc voilà, c'est un peu en tout cas, nous, ce qu'on a pu avoir comme solution. Parce qu'en fait, ce qu'on voit malheureusement avec la France et même Singapour, même l'Inde, etc., c'est que le décalage horaire et aussi l'aspect culturel fait que les Australiens et le marché australien en général veut parler à des gens sur place, que ce soit en remote ou en physique. Mais on voit d'ailleurs avec même des plus grosses sociétés, donc Telstra, qui est le pendant de Orange, qui ramène ses call centers en Australie. Parce qu'en fait, j'imagine c'est un peu le cas, j'ai pu avoir l'expérience quand j'étais en France. Les gens sont un petit peu fatigués d'être appelés par des call centers en Inde, aux Philippines, ou encore pire, ce que j'ai pu avoir là, avec des sites de voyage que je ne citerai pas, quelque part perdu en Thaïlande ou au Vietnam avec le chant du coq derrière. Et donc, en fait, c'est vrai qu'il y a vraiment une préférence de dealer avec des gens qui sont dans votre ville, dans votre état, ou à défaut, au moins dans le pays, qui savent le temps qu'il fait, quelles sont les nouvelles en Australie, etc. Et donc, c'est vrai qu'en termes d'adaptation locale, avoir des gens sur place dans le pays, je pense que c'est un gros facteur clé de succès. Pour compléter par rapport à ça, Adélaïde, par exemple, la grande question, c'est dans quelle école tu as été? Et après, le business se fait. Donc, c'est effectivement intéressant ce que Léo a dit. Et Nathalie, toi, par rapport à ton équipe locale, est-ce que tu aurais des conseils sur la manière de structurer et quel type de profil de talent est-ce que il vaut mieux des talents locaux il y a un petit bouilli qui vient d'apparaître. Voilà, c'était ça. Je sais pas ce que c'est. Ok, c'est bon. Donc Nathalie, pardon, je reprends. Est-ce que tu as des conseils sur justement la stratégie adoptée de ton équipe de talents en local? Oui, alors je voulais rajouter aussi que la main-d'œuvre est très chère en Australie. Et effectivement, si on est dans un business où il y a besoin de main-d'œuvre, il faut prendre ça aussi en considération. Par rapport à l'équipe, justement, je pense que c'est important. En tant que Français, on a tendance à prendre des Français, et ce qui n'est peut-être pas forcément judicieux, notamment pour tout ce qui est vente. Je pense que c'est très important de passer par des Australiens qui connaissent le business en Australie, qui ont leur networking australien, local. Donc, effectivement, dans les équipes, ne pas hésiter à faire un mix, un mélange, de chercher des talents. Les étudiants sont très fans de chercher des stages en entreprise. Et ça, c'est toujours intéressant pour les entrepreneurs, parce que donc ils peuvent faire des stages de 3 mois, et du coup, c'est gratuit. Eux, ils valident en contrepartie des modules avec leur université. Mais voilà, ne pas hésiter à prendre des Australiens dans son équipe, parce que c'est vraiment très enrichissant. Très bien, merci Nathalie. Thibaut, toi, tu as eu un petit peu ce challenge-là, justement, un business où tu as besoin de main-d'œuvre, justement, avec notamment les livreurs, Ouais. et un salaire qui est plus élevé comparé à ce qu'on peut trouver en Europe. Comment, toi, tu as pu un petit peu, je ne sais pas comment on dit, surpasser, on va dire, ce challenge-là? Je réponds avec ça avec plaisir. Je conseille d'arrêter de présenter la slide si quelqu'un s'amuse à faire des trucs. Nila, ouais. Autant en parler comme ça, il y a clairement quelqu'un qui essaie de nous distraire. Donc, autant juste arrêter de présenter la slide, comme ça on parle tranquillement. Ouais, la main-d'œuvre, c'est un vrai sujet.
Moi, je paye, par exemple, j'ai 150 riders qui travaillent pour moi aujourd'hui et on est en train de recruter 50 de plus dans les 2 semaines qui viennent. Donc, j'aurai bientôt 200 riders full-time, donc employés à 100% qui travailleront pour moi. Et je les paye entre 25 $ et 30 $ de l'heure en temps normal. Ça, c'est juste le minimum, en gros. Et le dimanche, je suis obligé de payer plus et les samedis plus, etc. Donc, la main-d'œuvre coûte très cher. Et c'est pas prêt de s'améliorer dans les mois à venir, tout simplement parce que les frontières sont fermées. Donc, ce qui s'est passé, en fait, c'est dans les 2 dernières années et demie, tous ceux qui faisaient un peu ce qu'on appelle les petits boulots ont évolué dans leur boîte. Et puis, petit à petit, en fait, il n'y avait juste pas assez de main-d'œuvre pour faire ces boulots-là. Donc, vous êtes obligé de les payer très, très bien. Mon vrai conseil par rapport à ça, et c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est justifier ces salaires. Qu'est-ce qui justifie dans mon modèle que je puisse avoir 150 à 200 personnes payer 30 $ de l'heure alors que je livre en 10 minutes, etc. Il faut trouver vos chiffres. Moi, mes chiffres sont très simples, c'est que puisque les gens gagnent bien leur vie en Australie, les paniers moyens sont très élevés et la marge est aussi très connue pour être assez élevée en Australie. Donc, j'ai des paniers plus élevés de courses avec une marge beaucoup plus élevée qu'ailleurs dans le monde et ça justifie largement et même mieux mon modèle en Australie. Très bien, merci Thibaut pour cette précision. On va peut-être passer à la dernière petite question pour vous quatre. Vous, comment vous voyez un petit peu les perspectives futures, donc pour quelqu'un qui pense soit à entreprendre en Australie, soit à s'implanter en Australie, comment vous voyez les choses, notamment post-Covid, et est-ce que vous avez un dernier conseil à donner à ces personnes-là qui nous écoutent aujourd'hui? Qui veut commencer peut-être Léo, Nathalie Nathalie, allez, vas-y. Alors, moi, je dirais que la différence culturelle, c'est intéressant aussi à prendre en compte. C'est un pays qui est assez anglo-saxon et nous, en tant que Français, on est assez direct. Donc, ne pas hésiter aussi à dire que tout est amazing. Enfin, voilà, s'adapter aussi à la culture, de faire attention de ne pas… c'est vrai qu'on a des mauvaises habitudes en tant que Français, on aime bien dire oui, mais… Et voilà, en meeting, ça ne se fait pas trop ici. Donc, il faut savoir plus écouter avec les différences de culture. Donc, une bonne passerelle pour venir en Australie, ce serait les accélérateurs. Ça, c'est vraiment super. Ça permet d'avoir des connexions avec des investisseurs, justement, à travailler son pitch, à comprendre le marché, la stratégie marketing, etc., tout ce qui est finance. Ça, c'est des bons tremplins. Et je trouve que l'Australie, en fait, est vraiment à la recherche de talents, de faire venir des startups. Il y a vraiment des grandes facilités pour ça. Ils sont très ouverts. Là encore, cet après-midi, dans une réunion, voilà, tout ce qui était trade and investment, donner des fonds pour faire venir des entrepreneurs. Enfin, donc voilà, c'est vraiment… je pense qu'il ne faut pas hésiter à saisir l'occasion et puis se lancer. Voilà. Merci Nathalie. Est-ce que Thibaut, Léo ou Gilles, vous voulez rajouter quelque chose, un dernier conseil avant de passer à la question? Moi, je pense que sur l'Australie, il y a quand même énormément d'opportunités, je dirais, dans les 3 prochaines années. Il y a énormément de financement. Comme je l'ai dit, maintenant, les fonds d'investissement, les family office, en fait, ont énormément d'argent à dépenser. Les taux sont très bas, ce qui est une chose qui est très rare en Australie, en fait. En fait, l'Australie a toujours été un pays de taux assez hauts. Et là, pour la première fois depuis l'existence du dollar australien, les taux sont très, très bas. Donc, il y a beaucoup de gens qui veulent déployer de l'argent sur des choses un peu plus risquées. Donc, au niveau du financement, il y a vraiment un gros paquet pour soutenir l'activité. Je pense que aussi l'Australie, alors je suis d'accord avec Thibaut, il y a pas mal de lag sur les modèles qui marchent à l'étranger, qui ne sont pas encore bien développés ici. Donc, je pense qu'il y a quand même des opportunités dans ce niveau-là, ou surtout au niveau, je dirais, du social commerce.
Donc, il y a toute une catégorie en fait qui n'existe pas ou pas vraiment en Australie. Et en fait, on voit que la génération qui est très friande de ces solutions en fait est présente en Australie. Et en fait, il n'y a pas d'offre. Et nous, d'ailleurs, on recherche des boîtes qui se lancent sur ce marché. Donc là, il y a vraiment des grosses portes à ouvrir. Et je dirais aussi, comme les choses vont peut-être un peu moins vite sur les secteurs genre minier, agriculture et peut-être la finance traditionnelle aussi, on commence à voir, ce qui n'a pas été le cas depuis une dizaine d'années, mais on commence à voir en fait vraiment des boîtes qui se lancent en fait. Parce que toutes ces boîtes-là ont des positions dominantes. Ils sont en train de digitaliser ce qu'ils font. Je parle par exemple les banques, mais en fait ce que leurs clients demandent, c'est une expérience comme ils ont sur Amazon, sur Google, etc. Donc là, il y a vraiment aussi une opportunité pour prendre vraiment des grosses market share, peut-être pas pour remplacer une banque, mais prendre des couloirs en fait très intéressants et très juteux en fait. Et ça, ce genre d'opportunité, c'est très facile à avoir du financement et aussi à trouver du talent. Je suis d'accord avec Thibaut que effectivement les gens sont bien payés, donc ils vont quand même regarder ce qui se passe. Mais enfin, la vie est chère, l'immobilier est cher, donc il y a de plus en plus de jeunes entrepreneurs, je dirais, qui veulent avoir ce profil d'equity en fait. Donc je pense qu'il y a quand même matière à attirer les talents. Voilà, donc moi je suis assez constructif sur l'Australie dans les 3 ou 5 prochaines années. Merci Gilles, hyper intéressant. Thibaut, ou Léo, peut-être que vous voulez rajouter quelque chose. Ouais, moi je rajouterais juste peut-être par rapport à hyper intéressant d'avoir l'éclairage de Gilles, peut-être sur les secteurs un petit peu à disrupter. Si je crois que c'est une des missions aussi de la French Tech Pays Basque de mémoire, sur tout ce qui est climate change, impact. Voilà, et pour citer le Premier ministre australien Scott Morrison, qui est assez célèbre maintenant partout dans le monde, mais en gros, à la COP 21, où l'Australie est un peu montrée du doigt quand même en tant que pays qui ne faisait pas grand-chose, notamment sur les aspects de charbon, etc. Donc, c'est vrai que sur tout ce qui va être clean tech, green tech, il peut y avoir vraiment des gros enjeux aussi. Donc, si vous avez des idées, vous avez déjà des solutions prouvées, il peut y avoir des grosses opportunités en Australie. Tout ce qui est les boîtes dans le renouvelable française ici, Neoen en particulier, marche plutôt bien, notamment aussi parce qu'il y a des fonds qui vont être spécialisés et des aides du gouvernement qui vont encourager la transition énergétique. Donc ça, c'est une des choses que je dirais. Et puis après, sur tout ce qui va être dans les façons d'opérer qui peuvent être hybrides avec du nearshore ou voilà, typiquement du software qui a pu être développé ailleurs et du coup poussé en Australie. Il peut y avoir aussi de belles opportunités. Donc là, je pense plus à des, on va dire, scale-up françaises ou d'Asie-Pacifique qui voudraient venir sur le marché australien prendre des parts de marché. Voilà. Et puis après, du coup, ce que je dirais peut-être juste pour toucher là-dessus, donc s'il y a des moins de 35 ans parmi vous, le visa que Thibaut a évoqué, qui est aussi connu sous le nom de PVT, je crois en France, qu'on appelle le Working Holiday Visa. Donc, il a été étendu pour les Français et un tas d'autres nationalités jusqu'à 35 ans. Si vous arrivez dans les 2 mois qui viennent, il est remboursé et il permet aujourd'hui non plus de travailler nécessairement 6 mois pour la même entreprise, mais jusqu'à 12 mois.
il est éventuellement renouvelable sous certaines conditions, etc. Mais voilà, je ne suis pas nécessairement agent d'immigration, mais je voulais juste dire qu'il y avait un peu des news et j'ai mis dans le chat un lien où vous pouvez trouver différents liens utiles. Et puis aussi, comme on a Business France, je crois, qui est dans le call, n'oubliez pas non plus, si vous êtes une société française, qu'il y a des mécanismes style le VIE qui vous permet d'envoyer quelqu'un en éclairage pour sonder le marché également. Merci Léo pour ces précisions. Thibaut, est-ce que tu veux rajouter le petit mot de la fin et après on passe aux questions-réponses? Oui, juste sur l'angle entrepreneuriat, je considère vraiment que c'est un pays plein d'opportunités et je conseillerais à tout le monde, s'ils ont un lien avec l'Australie ou s'ils ont envie de vivre cette vie un peu australienne qui est quand même très différente de la vie française, de tenter leur chance. Mon seul conseil, et vraiment je le pense, ne restez pas entre vous. Allez rencontrer les Australiens, associez-vous avec les Australiens. Le marché, l'Australie est quand même un pays très chauvin. Ils sont très fiers d'être australiens. Ils ont une culture qui leur réussit et ils n'ont pas particulièrement envie que vous débarquiez finalement d'une certaine manière. Donc, si vous le faites, par respect pour eux et puis ça va vous aider dans votre business, vraiment intégrez-vous. Comprenez bien les Australiens parce que c'est très particulier comme monde. Ils ont envie aussi de passer un bon moment. Donc, n'hésitez pas à aller les voir, faire des coffee catch-up comme on a déjà mentionné, mais aussi aller vous prendre une bière avec eux le soir. Et honnêtement, ça vous débloquera beaucoup de situations. Super, merci. Merci à tous les quatre pour toutes ces précieuses informations. Le replay sera disponible à la suite, donc on le mettra en ligne sur YouTube. Peut-être que dans le chat ou s'il y en a qui veulent prendre le micro et poser des questions, c'est le moment. Je vais regarder s'il y en a dans le chat. Pour l'instant, dans le chat, a priori, il n'y en a pas. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions aujourd'hui là? A priori, très clair. C'était très clair, super. Dans tous les cas, on vous fera un petit résumé en plus du replay. Nila, oui, qui est avec moi, a une question du coup. Alors du coup, j'ai une petite question pour Léo, ou même d'ailleurs pour les entrepreneurs et pour Gilles. Est-ce qu'il faut quel niveau de finance il faut pour arriver en Australie, payer ses premiers business développeurs? Est-ce qu'il faut un fonds de départ? Voilà. Ou est-ce qu'on fait tout sur place? Ça dépend de la vitesse à laquelle vous voulez aller. Pour donner un ordre d'idée, en fait, on parlait un peu de salaire, de choses comme ça. Donc, pour avoir une personne, un sales à temps plein, si j'essaie de convertir en euros, je dirais que pour une première personne, il faudrait compter 60 à 70 000 euros en comptant les charges à côté, la façon de le payer, etc. Après, si vous pensez à créer une entité ici, du coup, avoir un comptable, un directeur local, etc., faut rajouter 10 à 15 000 euros. Donc, en fait, assez souvent, nous, en règle générale, pour parler à beaucoup d'entreprises, notamment start-up, si vous êtes pré-série A en France, on va dire, et que vous regardez l'Australie, est-ce que c'est le premier marché sur lequel vous devriez aller? Et si oui, est-ce que vous avez, on va dire, peut-être 100 à 200 K euros à investir à 12-18 mois pour lancer le business ici, tout en gardant en fait en adaptant un petit peu le marketing local, mais en drivant la marque depuis le siège ou un hub régional. Voilà, un peu ce que je dirais un peu pour avoir un premier ordre de grandeur. Et après, si on a l'exemple extrême, vous êtes entrepreneur, vous voulez commencer ex nihilo, type Thibaut, Nathalie, ou même moi il y a une dizaine d'années. Je dirais après, c'est plus en termes de coût de la vie et de manque à gagner que ça va être compliqué pour vous.
où voilà, il y a un loyer à payer, il faut manger, etc. Donc, en fait, en termes de mise de départ, en fait, il est plutôt là. Et moi, quand je pense que ça a été à peu près 20-25 000 euros d'investissement perso pour démarrer mon business, en tout cas il y a 10 ans, avec un certain manque à gagner de ne pas travailler à côté, quoi. Ok, peut-être que Nathalie et Thibaut, vous voulez intervenir un petit peu sur ce fonds de départ dont vous avez eu besoin. Thibaut. Thibaut, Euh, peut-être. Oui, alors, mais je peux parler dans mon cas. Je suis arrivé en Australie avec, je crois que j'avais 9 000 euros, un truc comme ça. Je pense que ça dépend vachement des cas de figure. Si vous avez l'intention de monter un business qui va grimper les échelons doucement, qui va être profitable, etc., je pense aussi qu'il n'y a pas de honte à aller bosser dans un café pendant quelques mois, histoire de bien comprendre le marché et finalement, vous allez être plutôt assez bien payé. Euh, donc, tout dépend de ce que vous faites. Si vous voulez commencer petit, n'hésitez pas à être humble et juste faire des petits boulots. Et si vous voulez commencer gros, ben, ouais, mon deuxième business, clairement, j'avais besoin de fonds pour le lancer et j'ai levé tout de suite. Ok, top. Nathalie. Oui, c'est ça exactement, je suis d'accord. Moi aussi, je suis partie avec 20 000 euros au départ. Et je pense qu'effectivement, il ne faut pas hésiter à travailler en parallèle si jamais il y a besoin. Enfin, je pense qu'il faut quand même avoir un minimum quand on arrive, parce que la vie est chère ici en Australie et qu'il vaut mieux avoir un petit coussin d'argent derrière. Mais je pense que effectivement, pour aussi quelqu'un ne veut prendre aucun risque, de travailler en parallèle, c'est pas mal parce que ça permet de continuer à avoir un revenu et puis de quitter son boulot principal quand on est vraiment prêt. Donc, voilà, ça dépend quelle est la situation personnelle. Ouais. Ok, très bien. Je dirais juste, enfin moi j'en vois beaucoup des entrepreneurs qui viennent de pas mal de pays. Je dirais quand même ça aide ce que Thibaut disait, c'est-à-dire ce qu'il a fait, c'est d'aller bosser pour HelloFresh ou aller bosser dans une grosse start-up, je dirais pendant 6 mois, c'est quand même l'idéal. À moins d'avoir une idée vraiment bien établie, avoir un track record, avoir un co-founder qui est australien, etc. Donc, vraiment pouvoir démontrer que vous connaissez bien, vous êtes bien intégré déjà, c'est quand même assez difficile. C'est pas vraiment, enfin oui, effectivement, c'est une question de ressources financières aussi, mais je dirais que c'est quand même pas si facile que ça d'arriver comme ça dès le départ et de pouvoir en fait faire grossir son idée, sa boîte, etc. Ça prend du temps. Donc je dirais l'entrée idéale, si possible, si vous n'avez pas une idée déjà qui tourne dans un autre pays ou dans un segment similaire, c'est effectivement d'aller bosser dans une grosse start-up. D'ailleurs, tout le monde serait d'accord sur le panel pour dire qu'en fait, les talents, bon, il y en a, mais il faut quand même aller les chercher. Et il y a toujours, et surtout, ces grosses startups sont toujours friands de talents et de talents un peu différents. Donc, allez bosser pour eux pendant 6 mois, 1 an, si vous avez le temps, maturez vos idées, regardez comment les choses se font. C'est, à mon avis, un bon tremplin. Super. Génial. Je suis totalement d'accord et je rajouterais juste que ça vous aidera si derrière vous voulez faire des levées, d'avoir un tampon un peu d'une startup qui a bien scalé, qui a bien grossi. Ok. Ouais. Et ça vous aidera aussi sur les différentes barrières dont on a pu parler ou challenge sur la langue, acquérir du réseau sur place, acquérir de la connaissance du marché local et voilà, sauter quand vous avez quand même un petit coussin parce que l'entrepreneuriat, c'est pas si simple et tout se passe pas aussi vite qu'on le voudrait. Génial.
Un grand merci à tous. On est vraiment ravis d'avoir partagé ce temps avec vous. En plus, on a eu l'honneur d'avoir tous les intervenants avant et c'était vraiment canon de pouvoir échanger avec vous tous. Donc, un grand merci pour le temps que vous nous avez accordé, les intervenants. Un grand merci aux participants. Cette vidéo, du coup, sera retransmise sur le YouTube French Tech Pays Basque et du coup aussi French Tech Australie. Je t'enverrai la vidéo, bien sûr, Nathalie. Donc, un grand merci à tous pour votre participation et à très vite. On garde contact. Et puis, Gilles, quand tu reviens au Pays Basque, le coffee ketchup, j'ai bien retenu Thibaut. Et Thibaut et bien sûr Nathalie, vous êtes les bienvenus. Léo, avec plaisir pour un retour. À très, très, très bientôt. Merci à tous. Merci à tous. À très Merci bientôt. à tous. Portez-vous bien. Merci. Merci.